ces méthodes agiles, Scrum, qui étaient mises en place. Et donc, C'est c'est les méthodes les plus populaires aujourd'hui. On va se mettre voilà. des gens à dos, il faut le dire. Et aujourd'hui encore, on est vraiment toute une team, une grosse team, qui au quotidien travaille sur ça, justement. L'aspect sécurité informatique qui semble évident, j'imagine, qui est très fort en plus pour une application bancaire. Vous gérez l'argent des gens, enfin, vous ne pouvez Ouais, pas c'est faire le trop de cas. bêtises avec. Exactement. On teste un peu, on se rend compte que ça fait chier les designers. Est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter sur comment tu as vécu 10 heures de l'intérieur, l'explosion de quelques personnes dans l'équipe tech à on doit être présent dans plusieurs dizaines de pays? Oui. Euh, Si vous, là, qui écoutez ce podcast, vous souhaitez devenir freelance, mais que vous avez peur de ne pas trouver de clients, peur d'échouer, peur de vous mettre en danger financièrement, peur de devoir retourner à votre condition de salarié et cette fameuse routine métro, boulot, dodo. Eh bien, la chose que j'ai à vous dire, c'est que vous avez raison d'avoir peur. Contrairement à ce que l'on peut voir, croire sur les réseaux sociaux, la grande majorité des gens échouent en tant qu'indépendants. Et cela pour plein de raisons. Un positionnement marketing pas clair, croire que ce que l'on veut faire, c'est exactement ce dont les clients ont besoin, c'est rarement le cas, sincèrement. Ou encore une incapacité à se vendre, négocier, réseauter, gérer sa trésorerie et investir. Heureusement, il existe des méthodes pour faire ce changement dans les meilleures conditions possibles. Et c'est là que j'interviens. Alors pourquoi moi? Car je l'ai vécu, je l'ai fait et je continue de le faire au jour le jour. Je suis pas un formateur qui a rassemblé des recherches Google et en a fait un packaging sympa. Je suis un freelance qui expérimente tous les jours sur le terrain et apprend des meilleurs du monde dans des secteurs comme la sociologie des organisations, la théorie des jeux, la vente, la négociation, le marketing, le copywriting, la communication. J'ai pris tous ces savoirs-là, je les ai passés à la moulinette du freelancing et je les utilise au quotidien. D'ailleurs, je suis tellement sûr de la qualité de mon enseignement que toutes mes formations, tous mes accompagnements aujourd'hui sont garantis, satisfaits ou remboursés pendant 30 jours. Ils sont par ailleurs éligibles à des financements, que vous soyez déjà indépendant ou encore salarié. Sachez que vous avez des droits. Pour connaître ces droits, c'est très simple. Vous vous rendez sur lilianalvarez.com/formation lilianalvarez.com/formation et on vous expliquera tout. Vous pourrez aussi m'envoyer un email directement ou un message pour que je vous explique la procédure. Ça n'engage à rien et vous connaîtrez votre éligibilité avant même de vous engager financièrement dans la formation. D'ailleurs, j'ai une superbe nouvelle, c'est qu'on est enfin éligible au catalogue CPF, c'est-à-dire que pour tous les salariés qui ne sachent pas encore comment s'y prendre, qui n'ont pas créé leur société, eh bien, vous pouvez faire la formation et elle vous reviendra probablement à 0 € en fonction de vos droits. Donc je vous invite à regarder tous les liens en description, tout y est indiqué, vous aurez toutes les informations nécessaires pour prendre votre décision. Voilà, retour au podcast. Bonjour à toutes et à tous, je suis Lilian Alvarez, freelance iOS et formateur pour indépendants. Et aujourd'hui, je reçois Guillaume Leroy. Il est lead mobile chez Conto. Conto est une néobanque destinée aux TPE, PME, startups et freelance. Bonjour Guillaume. Bonjour Lilian. Comment vas-tu? Eh ben écoute, très très bien. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Ça me fait très plaisir. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, pas de problème. Donc comme tu l'as dit, Guillaume Leroy, lead mobile actuellement chez Conto. Pour retracer un peu ma carrière, après une classe prépa, une école d'ingé, à la fin, comme stage de fin d'études, j'ai rejoint Bakelite. Bakelite qui était assez connu dans le monde du mobile à l'époque, et voilà, qui m'a donné le goût de faire du développement Android. Dans un premier temps, j'ai rencontré vraiment des personnes formidables là-bas. Et puis après, j'ai eu la chance aussi de rejoindre Deezer, une toute petite équipe. Au début, on était 3-4 dans un petit bureau au Sentier. Et voilà, après j'ai connu l'expansion de Deezer, l'ouverture dans 280 pays, Waouh. des levées de plusieurs millions, déménagements dans des locaux flambant neufs. Voilà, donc c'était vraiment une très très belle aventure. On a pu bosser sur plein de choses, sur le projet Chromecast
notamment à l'époque, donc beaucoup d'interactions avec des Googlers, avec des techs de chez Google, parce que eux, ils préparaient le projet Chromecast et Hmm. ils voulaient des avant-premières, et voilà, Deezer était partenaire à cette époque. Et cette collaboration, on devait souvent se rendre à Londres, dans un des locaux de Google à Londres. Et cette collaboration, ça m'a donné envie un peu de voir autre chose, de traverser la Manche. Et donc, au bout de 3 ans, j'ai sauté le pas et je suis allé d'abord dans les bureaux chez Deezer. Et puis après, j'ai pu voir un peu le marché anglais. Et en Angleterre, donc, j'ai travaillé chez Rated People, qui est une marketplace pour faire se rencontrer les professionnels du bâtiment et des particuliers. Donc c'est très utile. Si tu as une fuite chez toi, si tu veux faire des travaux, tu te connectes à cette application, à ce service, et tu trouves le professionnel idéal. Donc de très belles années à Londres. C'est vraiment une ville très très sympa, un environnement tech incroyable. Ils ont des meet-ups, ils ont des start-up week-ends. Il y a vraiment une dynamique incroyable là-bas. Mais Brexit, situation où les prix sont assez chers, la vie est assez chère. Au final, moi et ma femme, on ne se voyait pas forcément construire une vie là-bas. Et donc, on a décidé de rentrer en France après 5 ans à Londres. Et, euh, et là, via des connaissances, via quelques recherches, j'ai trouvé Conto et tout de suite, ça m'a vraiment donné envie de rejoindre cette aventure. Et donc aujourd'hui, voilà, ça fait 2 ans que je suis chez Conto. J'ai rejoint d'abord en tant que dev Android, et puis après très rapidement, je suis monté lead mobile. Alors chez nous, le lead mobile, c'est à la fois une forte expertise tech, mais aussi du management. Euh, euh, Est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter sur comment tu as vécu 10 heures de l'intérieur, l'explosion de quelques personnes dans l'équipe tech à on doit être présent dans plusieurs dizaines de pays? ouais. Alors c'est vrai que ça s'est fait très très rapidement. Donc il me semble que c'était juste après une très très grosse levée où Deezer avait levé plus de 100 millions, il me semble. Et là, il y avait vraiment une envie d'accélérer, d'aller se frotter à des Spotify, à des Apple. Euh, mais honnêtement, la stratégie en interne, malheureusement, de mon point de vue, n'était pas forcément très très claire parce que on se demandait tous est-ce que ça fait vraiment sens d'être ouvert dans autant de pays, alors qu'au final, on se rend bien compte, hein, il y a combien de pays, il y a combien de personnes dans combien de pays qui sont capables de dépenser 10 euros par mois pour de la musique. Euh, Hmm. voilà, au niveau stratégie, c'était pas forcément évident. Et en fait, malheureusement, ça s'est ressenti parce que je crois qu'un an après, Deezer s'est recentré sur quelques pays européens plus Brésil, voilà. Et en fait, voilà, on a senti que certes, en termes de communication, c'était impressionnant de dire voilà, on est ouvert partout dans le monde, mais que rapidement, en termes de Mhm. business, il valait mieux quand même se concentrer sur des pays où les gens ont les moyens de payer euh, pour Pour de la musique. streamer de la musique. Mhm. Voilà. Ok. Est-ce que tu peux nous dire sur quel sujet tu travailles en ce moment chez Conto? Oui. Alors, en ce moment, on a beaucoup réfléchi à comment on allait pouvoir scaler notre équipe mobile. On était en fait arrivé très rapidement à une situation où, quand moi j'ai commencé à l'idée, on était 6. Là, Excuse-moi, 5-6 dans l'équipe mobile, c'est-à-dire 5 iOS, 5 Android ou 5 en tout? 5 en tout. Ok. Et aujourd'hui, très rapidement, en moins de 2 ans, on est arrivé à une vingtaine de développeurs en tout. Et donc là, il y a vraiment des problématiques de comment tu scales une équipe pareille. Est-ce que tu scales par
par stack? Est-ce que tu restes concentré sur des stacks iOS, stacks Android, ou est-ce que tu fais un split, une séparation par verticale business, comme on voit Mhm. dans, dans beaucoup de boîtes? Comment tu anticipes le futur pour faire progresser les gens, mettre des leads, mettre des managers, essayer de répartir tes équipes en fonction des besoins, en fonction des projets. Voilà, ça c'était un de mes derniers projets, essayer vraiment de réaliser ce plan-là euh, pour concevoir un plan qui va tenir la route pour les 2, 3 prochaines années. Sachant qu'on a des objectifs hyper ambitieux, hein, on cherche encore à doubler l'équipe mobile en un an. Et en fait, ça a du sens quand on regarde la compétition, quand on regarde des Monzo, des Revolut. Voilà, on estime que chez Monzo, ils sont à peu près 40 dans leur équipe mobile. Chez Revolut, ils seraient 70 dans leur équipe mobile. Nous, on cherche à pas forcément à s'aligner, mais on sait qu'on est dans le même domaine, dans le même monde. Donc ça nous donne aussi une idée de notre trajectoire. Donc, tu regardes un petit peu à la concurrence, comment eux ils gèrent, comment eux ils se structurent pour t'inspirer, dire ok, peut-être qu'il y a des bonnes idées à prendre ailleurs, à adapter à notre manière de faire. Euh, tu as dit quelque chose, il me semble ce que j'ai compris, c'est que est-ce qu'on va au niveau de l'équipe tech se séparer sur des verticales, donc plus en matière de techno, donc on va dire ok, il va y avoir une équipe iOS, une équipe Android, ou est-ce qu'on va s'organiser autour de feature team? Est-ce que c'est l'idée en disant ok, il y a une personne, enfin il y a un groupe de personnes qui va être peut-être un product owner ou un feature master, je crois on appelle ça, un développeur iOS, un développeur Android, un développeur back-end, et ils vont être réunis en mode feature, et on va créer plusieurs équipes comme ça. Il me semble que c'est Spotify, je crois, qui est peut-être un des premiers à avoir adopté cette Ouais, structure-là. Euh, voilà. Oui, oui, c'est exactement ça. Donc, si tu fais référence à Spotify, il y a souvent la notion de squad, même si apparemment c'est pas eux qui auraient inventé ça. d'accord. Mais ils sont très contents qu'on leur fasse de Tu la pub. m'étonnes. Nous, on a organisé un peu de la même façon en CFT pour Cross-Functional Teams. Et Hmm. c'est exactement ça. Alors, il y a des CFT core, c'est-à-dire des CFT qui vont vraiment tirer des projets sur des parties très très core du business. Donc, c'est le flow d'inscription, c'est les transferts, ce sont les cards. Et puis après, il y a des CFT qui vont plus être créés en mode projet. Donc, par exemple, on veut attaquer une nouvelle verticale ou développer notre business d'une nouvelle façon. Eh bien, on va monter une team, on va monter une nouvelle Hmm. CFT pour tacler ce projet-là dans les 6 mois, un an. Voilà. Et donc ces CFT plus projets, elles naissent, elles meurent, alors que les CFT core, elles sont vraiment là pour, euh, pour durer et pour soutenir le business sur le long terme. Est-ce que tu peux nous prendre un exemple des responsabilités, par exemple, de la team core chez Conto pour qu'on puisse se projeter sur qui appartient à cette équipe-là? Enfin, quelles sont les responsabilités de cette équipe-là? Alors attention, parce que core, c'est plus business banking, du coup, la partie vraiment euh, business banking. Donc, comme je l'ai décrit, on a différentes sous-équipes. Une partie, par exemple, qui va vraiment se concentrer sur toute la gestion des cartes. Donc, c'est-à-dire euh, la, la commande de cartes, par exemple, donc toute la conception derrière le flow de création de création d'une nouvelle carte. Ok, Un utilisateur Conto aujourd'hui, à travers l'application mobile ou le site, il peut très très facilement en quelques minutes commander une nouvelle carte pour lui ou pour un de ses employés. mhm. Voilà, donc là derrière, il y a toute une équipe qui se concentre là-dessus pour optimiser ce flow-là, pour que ce soit le plus simple possible et avec le plus d'options possible, euh, voilà, pour apporter de la valeur à nos clients. Et après, une fois que la carte a été commandée, donc très rapidement, l'utilisateur va la recevoir chez lui. Et là, encore une fois, dans son interface, dans ses interfaces, à la fois web et
et mobile, il peut voir ça ou ses cartes. Il peut aussi voir les cartes de ses employés si cet utilisateur est un admin. Il peut régler certaines options, les montants par exemple, les montants autorisés chaque mois pour un employé. Voilà. Des projets tels que Apple Pay, tels que Google Pay qu'on vient de lancer. Tous ces projets-là vont être tirés par la CFT Cards, qui elle-même est au sein du groupe, on va dire, Core Business Banking. Alors, elle fait partie du groupe Core parce que le fait de, en tant qu'utilisateur, en tant que client de Conto, de pouvoir commander une carte bleue, c'est quelque chose d'indispensable, Voilà. de vraiment inhérent à votre activité. Et du coup, c'est pas comme si vous alliez tester une nouvelle fonctionnalité où vous savez pas trop ce que ça va donner. Ça fait vraiment partie du cœur de business. Exactement. C'est cette idée. Ok, ouais. D'accord. Intéressant. Au-delà de l'aspect croissance, scale, j'aimerais que tu nous parles peut-être des challenges principaux qui sont inhérents au fait de travailler dans le secteur bancaire. J'en ai identifié 3. Alors, j'ai un regard très extérieur à la situation, donc peut-être que je me trompe. Mais le premier, ça va être l'internationalisation, puisque lorsque tu vas lancer un pays, j'imagine qu'il y a des législations qui diffèrent et que vous avez la responsabilité de les prendre en compte, ces différences au sein de l'application. Le deuxième aspect, c'est l'aspect sécurité informatique, qui semble évident, j'imagine, qui est très fort en plus pour une application bancaire. Vous gérez l'argent des gens, enfin, vous ne pouvez pas faire trop de bêtises avec. Exactement, pas se tromper. Du coup, je suis curieux que tu nous parles un petit peu de, par exemple, les différences entre une application mobile telle que Deezer et une application mobile type Conto en matière de sécurité. Et le troisième point, quelles sont les implications peut-être qu'on ne voit pas de l'extérieur au niveau de la gestion du cash des entreprises, de leur trésorerie. Par exemple, alors je ne sais pas comment, par exemple, je vais poser une question qui va paraître très naïve peut-être, mais comment l'information de combien j'ai sur mon compte est stockée. J'imagine qu'elle ne peut pas être sur un seul serveur, parce que si ce serveur-là il tombe ou s'il y a un problème de données et que vous savez plus combien il y a sur mon compte, il va y avoir un énorme problème. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Du coup, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu comment tout ça fonctionne ? Alors, je pense que pour la dernière question, je suis pas forcément le meilleur interlocuteur. On a vraiment des experts chez Conto qui ont conçu notre core banking system parce que avant, en fait, on se basait sur l'infrastructure de Trésor. Donc tous nos clients, en fait, avaient des comptes hébergés chez Trésor, mais en interne, on a recréé notre propre CBS pour Core Banking System. Et donc, on a vraiment des experts en interne qui ont conçu tout ça et qui ont vraiment mis en place toutes les règles, ce qu'on appelle le ledger, le livre de compte, pour justement s'assurer que aucune transaction ne sera perdue en fin de journée. Okay. Donc, voilà, moi, côté mobile, je suis plus au niveau interface, j'ai quelques connaissances sur la partie back, mais à mon avis, je suis pas le mieux placé pour ça. Alors, par contre, sur les questions de l'international, alors c'est vrai que chez Deezer, c'était la gestion des langues, par exemple, c'était un sacré truc. Hein. Il a fallu très très rapidement pouvoir gérer au moins une trentaine de langues, et à chaque fois les flots de traduction, tout ça, ça prenait pas mal de temps. Alors nous, aujourd'hui, on est d'abord ouvert en France, mais aussi en Espagne, en Italie, en Allemagne. Donc oui, on doit gérer quelques complexités au niveau des traductions. Mais effectivement, il y a aussi des spécificités locales. Donc par exemple, en Italie, il y a un formulaire qui s'appelle F24 que toutes les entreprises italiennes doivent pouvoir utiliser pour payer leurs impôts à l'État. Et donc ça, en fait, nous, on n'était pas crédible sur le marché italien tant que depuis l'interface Conto, on ne pouvait pas proposer cette fonctionnalité. Voilà, donc ça, en tout cas, c'est le genre d'adaptation qu'il faut faire et qu'on découvre un peu en s'attaquant, en s'ouvrant à un marché. Alors, juste, je t'interromps, excuse-moi.
comment est-ce que vous découvrez ce genre de choses? Parce que j'imagine que, enfin, est-ce que vous regardez la concurrence en regardant comment ça fonctionne? Est-ce que vous avez des personnes dans ces pays-là qui sont spécialistes? Comment est-ce que vous vous organisez quand Alors, vous ouvrez un pays? oui, donc on monte et on a monté en fait très rapidement en interne d'abord des teams dédiés, donc par exemple la team Italie, et qui vont rencontrer des clients potentiels italiens qui font des benchmarks, des études de concurrence, tout ça, et qui collectent les besoins de nos utilisateurs italiens, leurs retours, tout ça, et en fonction de ça, nous, on vient améliorer le produit. Une autre, par exemple, différence, c'est dans le flow d'inscription. En fait, pour enregistrer une nouvelle compagnie, en fait, en fonction des pays, c'est pas toujours les mêmes documents légaux qui peuvent être utilisés. Par exemple, en France, il me semble, on peut pas utiliser son permis pour justifier lors de l'ouverture d'une entreprise, alors qu'en Italie, on peut. Donc on a dû un peu réadapter certains Hmm. flows, euh, voilà, pour prendre en compte certaines spécificités. Tu parlais ensuite de l'aspect sécurité. Alors, sécurité, c'est effectivement très important pour nous. On se fait auditer régulièrement voilà, pour assurer un niveau de sécurité. Et on est aussi très dépendant des normes juridiques européennes. Par exemple, en ce moment, euh, il y a le cadre PSD2. Alors, est-ce que tu es familier avec cette Pas du loi? tout. Donc, PSD2, c'est Payment Services Directive 2, parce qu'il y a eu la première version qui était sortie il y a quelques années, en 2017, il me semble. Donc là, c'est un cadre juridique vraiment pour les banques et pour leurs utilisateurs. Donc ça vient renforcer la sécurité de nos clients. Et ça vient aussi, ça force aussi les banques à rendre possible l'accès des informations du compte à des tiers approuvés. Donc, c'est pas, par exemple, c'est le cas de banking. C'est très utile pour ce genre de compagnie, pour pouvoir aller agréger des informations de différents comptes sur différentes banques. Donc nous, en interne, ça veut dire quoi? On a toute une équipe dédiée en interne, toute une CFT justement, Ok. qui travaille pour respecter cette norme-là. Donc côté client, en fait, on vient améliorer l'accès des données, on vient aussi on améliore aussi la sécurité des actions dites sensibles. Donc, une action dite sensible, par exemple, la création d'un nouveau transfert. Ça, c'est une action dite sensible. On, en tant que banque, en tant qu'utilisateur d'une banque, tu t'attends à devoir valider ce genre d'action sensible. Avant PSD2, souvent l'utilisateur recevait un OTP, donc un SMS qui contenait un code et il devait rentrer ce code. Ça a été jugé en fait pas assez euh, sécurisant. Et donc aujourd'hui, on met en place cette team en interne, on met en place tout un système qui vient en fait encrypter l'information sensible. Donc on garantit que c'est bien pour cet utilisateur, pour cette action qu'on est en train de faire la vérification. L'utilisateur il reçoit un push sur son téléphone qui lui explique vraiment ce qu'il est en train de valider. Donc c'est écrit est-ce que vous confirmez le transfert de X euros vers telle personne, et il peut soit refuser, soit accepter. Et tout ça est fait de façon encryptée et sécurisée. Voilà, c'est le genre de normes qui nous sont Mhm. imposées par l'Union européenne. Et c'est très bien, hein, ça fait évoluer la sécurité, les usages aussi, parce que le fait de pouvoir aussi aller lire les informations de d'autres comptes, de d'autres banques, voilà, ça crée énormément de nouveaux usages, de nouveaux services, et je pense que c'est pour le mieux. J'ai une autre question par rapport à ces challenges. Est-ce que il y a des difficultés dont on n'a pas conscience lorsqu'on est extérieur au secteur bancaire? Peut-être que toi, tu n'avais pas en visibilité lorsque voilà,
lors de tes expériences passées et qui t'ont sauté aux yeux lorsque tu es arrivé chez Conto, vraiment des points de douleur inhérents, je veux dire, au secteur bancaire ou au challenge que vous avez aujourd'hui? Oui. Peut-être un des tout premiers points, et je pense que c'est très visible, c'est très perçu par nos utilisateurs et par les nouveaux utilisateurs, c'est justement le flow d'inscription. En fait, la problématique, c'est comment rendre un flow d'inscription qui normalement est fait par une personne certifiée à un guichet de banque, et en fait cette personne elle vient vérifier l'identité de son interlocuteur, elle va vérifier tous ses papiers, voilà, c'est des démarches, c'est justement c'est lourd, c'est justement ça qu'on essaye de casser, mais derrière, il y a un certain niveau de sécurité quand même, hein. Il y a une personne qui a l'habitude de faire ça, qui te pose des questions, voilà. Donc, comment rendre un flow comme ça qui, dans un cadre classique, peut prendre plusieurs jours, plusieurs semaines? Comment rendre ça simple en gardant le même niveau de sécurité et tellement simple que en quelques minutes, n'importe qui peut le faire. Donc ça, en fait, c'était vraiment un des premiers challenges, hein, lorsque Conto a été lancé. Et aujourd'hui encore, on est vraiment toute une team, une grosse team qui au quotidien travaille sur ça justement, sur faire en sorte que on soit sans cesse en train de maintenir un haut niveau de sécurité. Donc par exemple, on utilise Onfido qui vient en fait comparer automatiquement la photo qui a été soumise sur la pièce d'identité avec le visage de l'interlocuteur. Donc là, on a mis en place des solutions techniques. On se base sur la solution technique fournie par un tiers pour un peu faire le travail que faisait l'agent derrière son bureau, qui lui devait justement vérifier que oui, c'est bien la bonne, c'est bien le bon interlocuteur, c'est bien la bonne personne. Et faire ça sur des petits téléphones pour le plus simplement possible. On est dans un monde complexe, hein, le monde de la banque. Il y a pas mal d'éléments légaux, il y a pas mal de termes propres au domaine. Donc rendre tout ça facile, accessible, rapide et quand même conserver ce même niveau de sécurité, voire faire mieux dans certains cas. Donc ça, je pense que en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'avais pas du tout anticipé. En tant qu'utilisateur d'autres néobanques, on se dit oui, ça marche, ils ont fait ça. On se pose pas trop de questions. On se pose pas trop de questions, mais en fait, voilà, quand on commence à creuser en interne, en fait, c'est un gros sujet. Ouais. C'est un gros sujet. On a une grosse équipe, on a une équipe légale et compliance aussi qui vient vérifier que les choix qu'on prend, eh bien justement sont les bons choix, qu'on a toujours en règle. Il y a l'équipe sécurité aussi qui intervient pour s'assurer que, encore une fois, on ne crée pas des failles de sécurité. Donc en fait, derrière, c'est une grosse machine. Changeons complètement de sujet. Ouais. J'ai envie d'échanger avec toi sur la gestion de projet, la gestion d'équipe. D'accord. Et à ce titre, j'ai lu un article de Marc-Antoine Lacroix, qui est le Chief Product Officer de Conto. D'accord. Et il met dans cet article, alors je me souviens plus du nom, je le mettrai en description pour les gens que ça intéresse, il met en exergue les points négatifs des méthodes agiles. Ouais. Alors pour ceux qui nous écoutent, rapidement, les méthodes agiles, donc c'est des méthodes de travail, de gestion de projet qui sont extrêmement populaires en informatique, qui ont pour vocation de dire voilà, on va mettre en place des cycles relativement courts de 2 semaines en général, où on va travailler sur un certain nombre de fonctionnalités, et on va au bout de ces 2 semaines les livrer aux clients, et on va avoir ces cycles courts pour avoir avoir des feedbacks rapides et pouvoir itérer sur le produit rapidement et de manière la plus efficiente possible. Et c'est aussi ponctué d'une série de rituels tels que des réunions quotidiennes,
des réunions en début de sprint où on va réfléchir sur l'ensemble des tâches qu'on va prendre dans le sprint, etc., etc. Est-ce que tu peux nous parler des limites des méthodes agiles que vous avez pu identifier et de la méthodologie que vous adoptez au quotidien chez Conto pour travailler, pour vous organiser en équipe? D'accord. Alors, je peux peut-être revenir sur ma propre expérience parce que, en fait, avant Conto, toutes mes expériences dans toutes les boîtes chez qui j'ai pu travailler, en fait, c'était ces méthodes Agile, Scrum qui étaient mises en place. Et donc, C'est les méthodes les plus populaires aujourd'hui. On va se mettre voilà. des gens à dos, il faut le dire. Je vais rester prudent. Alors, déjà à l'époque, mon ressenti, c'était que il y avait beaucoup de cérémonies. Tu en as parlé, il y a les dailies, il y a les grooming, il y a les sprint planning qui sont appliquées et elles sont appliquées parce qu'il semblerait que quelqu'un, quelque part, a dit qu'il fallait faire comme ça, que c'était mieux comme ça, que c'était effectivement la façon de faire partout et que si on voulait réussir, eh ben, il valait mieux faire comme tout le monde et faire comme ça. Et honnêtement, souvent c'est assez incompris. Il y a souvent des débats en interne sur la philosophie de ce qu'on essaye de faire. Il y a les pour, il y a les contre, et j'ai toujours l'impression qu'on perdait un peu, beaucoup de temps même, à débattre sur bah, par exemple, sur ces cérémonies et sur le contenu de ces cérémonies. Euh, Souvent, par exemple, en entretien, c'est une question que nous, on pose aux développeurs qui veulent rentrer chez Contour. On leur demande pourquoi ils utilisent la suite de Fibonacci pour estimer leurs tâches, leur story. Parce que la suite de Fibonacci, c'est le classique de ces méthodes-là. Et en fait, les développeurs bah, ne savent pas, ils ne sont jamais posé la question, ils se sont pas dit que voilà, on voulait utiliser cette suite pour vraiment exprimer que plus un projet dure dans le temps, plus il a de fortes chances de déconner. Euh, et ça, en fait, bah, quelque part, ça pose un vrai problème. Et chez Conto, à travers la pratique du Lean, on essaye vraiment de faire un truc différent où c'est chacun, tous les jours, qui va participer à la façon, à notre façon de travailler, qui va participer petit à petit à la conception de notre flow de production. Et ça, en fait, c'est libérateur. C'est-à-dire que c'est vraiment l'état d'esprit, c'est vraiment la culture, c'est que au quotidien, on a le droit de discuter, de remettre en question un meeting, par exemple, si on pense qu'il est devenu obsolète parce qu'on a réussi à s'améliorer, qu'il n'y a plus de raison de continuer de maintenir tel ou tel meeting, ou au contraire, de rajouter une étape, de rajouter un meeting, de rajouter des discussions, de rajouter un document, parce qu'on sent que ça va apporter de la qualité, ça va augmenter notre vitesse de développement. Est-ce que tu peux nous prendre un exemple précis, s'il te plaît, de chez Conto, récent peut-être, qui illustrerait ce que tu viens de dire? Un exemple qui est aussi lié à notre pratique du Lean, on pourra en reparler après. On est très attentif à ce qu'on appelle les wastes, le gaspillage. Et donc, un waste, par exemple, ça va être le nombre d'allers-retours qu'il peut y avoir entre l'équipe mobile de développeurs et un testeur éventuel ou une équipe QA. À un moment, on a observé que il y avait beaucoup trop d'allers-retours. Et donc, on sait que ça a un impact. Ça veut dire que on n'est pas bon sur la qualité. Ça va aussi avoir un impact sur notre delivery, sur notre vitesse. Et donc là, on s'est dit bon ben voilà, on est en contrôle de notre flow. Réfléchissons comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'améliorer et d'arriver au right first time, c'est-à-dire que quand on envoie un build à notre équipe de QA, on va jamais avoir de retour. Et donc là, on a travaillé nos tools, on a travaillé nos tests et on a aussi mis en place une nouvelle étape dans notre flow
qui est ce qu'on appelle la team QA. On va vraiment faire attention en fait, les développeurs qui ont travaillé sur la feature, ben, ils prennent 5 minutes, ils font une démo, ils installent l'application, le build sur un vrai device, et puis ils appellent les autres membres de l'équipe et ils se font challenger un peu à ce moment-là. Voilà, donc ils reproduisent les étapes que ferait un utilisateur normal. Et les autres développeurs, ils posent des questions. Est-ce que tu as checké si? Est-ce que tu as regardé si dans tel cas, ça se passe bien? Voilà. Et parfois, c'est des développeurs de l'autre stack aussi. Ça permet un des avantages, ça permet aussi à l'autre stack de voir l'implémentation qui a été faite sur la première. Voilà, et on s'est rendu compte qu'en faisant ça, eh ben, mine de rien, on attrapait pas mal de régressions, de bugs ou de trucs qu'on aurait pu améliorer, qui autrement seraient arrivés à l'équipe QA et du coup auraient rajouté encore des allers-retours et du retard. Donc voilà un exemple, mais tout notre flow a été conçu de cette façon pour viser la qualité en bout de chaîne, la qualité du premier coup. Donc on évite les surprises. Les développeurs sont impliqués très très tôt dans le flow de conception. Avant d'attaquer un développement, on fait ce qu'on appelle des documents de diving, où les développeurs vont venir expliquer l'état actuel du code et vont venir aussi expliquer la solution technique qu'ils souhaitent mettre en place pour répondre à la feature. On se met d'accord sur le naming, sur l'archi, sur les technos, sur les third parties qu'on veut utiliser. Alors justement, tu vas un petit peu vite parce que c'est un point qui est ultra important, je pense, et ce technical diving que j'ai identifié dans l'article que j'ai lu, qu'on ne voit que très peu, je trouve, dans les entreprises en informatique et qui est pourtant ultra pertinent. Okay. Alors, effectivement, ouais. Pour pas aller trop vite, tout ça pour dire que je pense, contrairement à ce que j'ai pu voir dans les méthodos Agile, Scrum, on est vraiment en contrôle. Et ça, c'est libérateur. Le fait que tout le monde, au sein de l'équipe technique, mais tout le monde dans la boîte, soit un peu responsable de notre flow, de la façon dont on crée, de la façon dont on produit, et qu'on soit tout le temps en train d'apprendre et de s'améliorer et d'améliorer ce flow-là. Voilà. Okay, moi, je suis convaincu que c'est aujourd'hui ce qui fait une énorme différence entre Conto et les autres boîtes. Ok. Pour rebondir sur ce dont tu parlais, le technical diving, c'est donc si on se replace un petit peu dans le process, il y a l'équipe feature ou la personne qui est responsable d'une nouvelle fonctionnalité qui arrive avec son idée de fonctionnalité, peut-être une user story ou peut-être pas, à toi de me dire. Alors, aujourd'hui, les devs sont tellement impliqués dans la conception que c'est limite le PM, il arrive avec, ils appellent ça comment, un white paper. Donc c'est une sorte d'idée de la feature du produit qu'il souhaite mettre en place. Et là, en fait, à cette étape-là, on fait ce qu'on appelle des tech challenges. Et donc, il peut y en avoir plusieurs en fonction de la complexité, de la taille du projet. Et les développeurs de différentes stacks, les designers, le ou les PM, en fait, ils brainstorment, ils réfléchissent à comment on va concevoir le meilleur produit et aussi, voilà, quels vont être les impacts côté technique. Mais en tout cas, il y a vraiment cette phase au début de conception pour vraiment répondre aux besoins utilisateurs et concevoir le meilleur produit. Voilà, donc ça c'est une première phase. On passe ensuite dans une phase plus classique où le PM il va rédiger une spec fonctionnelle très très détaillée où il va venir expliquer l'expérience utilisateur. Il va venir travailler avec les copywriters pour les différentes traductions. Il va travailler avec les designers pour produire les designs finaux. Là, nous, on a un point de contrôle à ce moment-là. Il faut que les développeurs fassent une review, donc une relecture de la spec, une vérification
des designs, des copies. Et une fois que tout ça, ça a été approuvé, là, on considère que ça arrive dans les mains des équipes techniques. Et c'est là, à ce moment-là, à partir de là, qu'on va pas attaquer directement le développement, mais qu'on va en fait réaliser cette phase de diving, ce document technique qu'on appelle un diving, où ou les développeurs qui sont associés à cette feature vont du coup redonner du contexte, donc expliquer le pourquoi de la feature, expliquer la situation actuelle de la code base et venir détailler la solution technique qu'ils veulent mettre en place. Alors, quand tu dis détailler, est-ce que tu vas parler de l'architecture logicielle qui va être mise en place, ou est-ce qu'on est un petit peu en amont? Je te prends un exemple parmi d'autres, mais on va changer un algorithme et cet algorithme-là, on va le schématiser peut-être sous la forme d'un arbre logique. Donc, s'il se passe ça, alors la branche, alors on va faire ça. S'il se passe ça, ben alors on doit poser une autre question, etc., etc. Est-ce que tu vois ce que je veux dire en termes de conception? Quels sont les outils que vous allez utiliser à quel moment? Alors là, on est... en fait, le but du diving, hein, c'est quand même d'éviter des surprises au moment des merge requests. Alors, des surprises de quel type? Ben, en fait, s'il n'y a pas cette phase-là, potentiellement, au moment des merge requests, les autres développeurs qui doivent valider, qui review cette merge request, s'ils ont jamais eu connaissance de la feature du projet, ils risquent de commencer à poser des questions de naming, des questions d'archi, des questions de mais pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire ça, qui a décidé de faire ça, et en fait des choses qui viennent polluer et qui viennent créer de la surprise au moment de la merge request, alors que la merge request, ça doit vraiment être là. Les reviewers, ils doivent aider le développeur à trouver les edge cases, à trouver les bugs. Donc le but du diving, maintenant si je reviens un peu en avant, le but du diving, c'est vraiment de mettre tout le monde au clair, tous ceux qui vont participer, sur les noms, sur les archives, sur nos algorithmes, par exemple. Donc, okay. dans ces diving, il y a pas mal de descriptions de phrases, mais il y a de plus en plus aussi de diagrammes, donc des diagrammes de flow qui viennent expliquer les différentes interactions, les différentes transitions, s'il y a plusieurs écrans. Il peut y avoir des diagrammes de classe aussi qui peuvent expliquer les interactions entre les différentes classes. Donc on a vraiment un document voilà, qui vient détailler, expliquer. Alors après, on est pragmatique, c'est-à-dire que ce document, il va pas réexpliquer tout depuis zéro, il va pas réexpliquer comment faire une application mobile. Il va vraiment se concentrer pour craquer, pour détailler les pain points, les points qui vont être un peu plus durs ou les points qui nécessitent d'être expliqués. Voilà. D'accord. Et encore une fois, voilà, tout ça c'est fait vraiment pour qu'on y passe du temps, et on y passe du temps. Hein, un diving, ça peut prendre plusieurs jours si le projet est complexe, si le projet est important. Il y a beaucoup de discussions. Mais vraiment, après, c'est pour vraiment éviter de retrouver ça sur les merge requests et que les merge requests soient ouvertes et fermées le plus rapidement possible et qu'on n'ait plus ce genre de débat à ce moment de la création. Quels sont les aspects positifs et négatifs du coup que tu as noté de cette approche-là? Tu viens de nous dire il y a moins de débats et du coup le process de développement se passe beaucoup plus vite. Il y a, j'imagine, moins de discussions, de retour en arrière où le développeur finalement il dit mais attends, est-ce que tu as pensé à ce if, cette condition-là, machin. Donc j'imagine que finalement le process, alors je sais pas si c'est plus long ou plus court, à toi de nous le dire, mais en tout cas c'est plus smooth si je puis dire. Voilà. Ça se passe bien en fait. Alors, c'est justement une des difficultés et un peu une des parties du job du manager. C'est réussir à faire comprendre que de loin, ça paraît être une perte de temps, que on semble passer beaucoup de temps là-dessus, mais que, en fait, en faisant ça,
en fait, ce travail d'anticipation, de préparation, on va débroussailler la code base, on va vraiment bien comprendre les attentes du PM. Et bien, sur le long terme, ça nous fait gagner énormément de temps. Alors, malheureusement, j'ai pas de metrics. C'est vrai que, comme moi, depuis que je suis arrivé, on suit cette méthode. Mais mon expérience me laisse à penser que oui, il y a beaucoup moins de surprises, il y a beaucoup moins de changements, de reprises de code, de changements après, une fois qu'on a commencé à développer. Et ça, en fait, le fait on soit au clair et qu'on avance rapidement, ben je pense, et c'est vraiment le but de tout ça, qu'on va beaucoup plus vite que ailleurs. Euh, tu as dit quelque chose qui m'a fait sourire. Tu as dit en tant que manager, on voit bien l'intérêt de ce process-là en termes de qualité, etc. Mais c'est peut-être difficile, en tout cas c'est ce que j'ai deviné dans tes mots, dans ta phrase, Oui. de convaincre ses supérieurs de l'importance et des bénéfices peut-être de ce type de process. Alors non, de convaincre les développeurs, les Ah, supérieurs, c'est ce que tu disais en fait, comme Marc-Antoine, Steve, en fait, ils sont très inspirés de cette culture Lean. On a aussi la chance de pouvoir bénéficier de ça du top management. En fait, la notion de diving, par exemple, eh bien, c'est Marc-Antoine qui l'a imposé à l'équipe tech, mais qui nous a fait comprendre qu'on avait tout intérêt à travailler de cette façon. Non, mon point, c'était plus que ben, un nouveau développeur ou un développeur junior, eh bien, lorsque c'est leur premier projet, leur premier diving, lorsqu'ils viennent d'arriver chez Conto, ils comprennent pas forcément. Donc souvent, les premiers diving, ils sont assez légers. Il couvre certaines parties et le développeur, malheureusement, il a pas suffisamment creusé. Il a laissé certaines parties où il a été encore un peu flou. Et après, ben, on peut se rendre compte que en fait, ça a créé du retard parce qu'il y a eu un peu de surprise pendant la phase de développement. Donc là, il y a un travail du manager. On revient sur ce qui s'est passé. On regarde le projet. Ah, tu as eu du retard sur ce projet. Tu as eu du retard sur cette partie. Attends, on regarde ton diving. Ah, en fait, tu avais zappé. Tu n'avais pas trop couvert cette partie pendant ton diving. Voilà, là, il y a un processus d'apprentissage, il y a un geste. Eh bien, les divings suivants, ils commencent à être un peu plus longs. Tu vois, le développeur, il a appris, il s'est dit, attends, je vais pas me faire avoir deux fois. Maintenant, si j'ai le moindre doute sur une partie de la code base, je vais pas la mettre sous le tapis, je vais aller creuser un peu plus. Voilà, et on sent, on voit les divings des développeurs qui sont dans l'équipe depuis un peu plus longtemps. C'est des vrais documents techniques, hein, c'est de la doc technique. Il y a de très bonnes explications, il y a des diagrammes, tout ça. Voilà, c'est un geste qui s'apprend et c'est une des pratiques du Lean justement. C'est petit à petit, tous les jours, faire monter les individus en compétences. comment est-ce que tu abordes justement peut-être cette résistance de la part d'un nouveau développeur qui questionne peut-être l'intérêt d'une telle méthode? Euh, Est-ce que tu vas essayer de lui expliquer pourquoi, l'importance, comment est-ce que tu abordes la discussion ou l'échange pour le convaincre peut-être du bien fondé de cette méthode? Alors, je pense qu'on fait déjà suffisamment attention à notre recrutement pour que les personnes qui rejoignent Contos aient déjà le bon état d'esprit, cet état Mhm. d'esprit. Euh, et en fait, très naturellement, je pense que les développeurs ont envie de faire ça. Des développeurs qui ont travaillé dans d'autres boîtes et qui à combien de développeurs c'est arrivé ça de découvrir un jour une nouvelle feature. Le PM, il arrive avec une nouvelle feature et puis il te demande de l'évaluer, de la splitter, et puis il te demande de la chiffrer, puis il te demande de donner ta due date, et puis tu dois commencer à coder le lendemain. Enfin, je pense que ça arrive encore aujourd'hui dans plein de boîtes. Moi, à travers
mes entretiens, je sens ça, je vois ça. Et donc, les développeurs qui arrivent chez Conto, en fait, bah, c'est pareil, ils sont heureux de faire ça. Donc, il y a pas, oui, il faut les convaincre un peu, il faut leur expliquer la méthodo, comment ça s'insère dans notre flow, la pratique. Mais j'ai envie de dire, limite, ils sont heureux de faire ça. Enfin, tu vois, c'est peut-être présomptueux, mais je pense que en tant que développeur, on a envie de bien faire, on a envie de bien faire du premier coup, on a envie de pas se tromper sur nos estimations, une certaine fierté aussi. Euh, et en fait, c'est juste impossible. Sans faire cette étape-là, c'est juste très très dur. Il y a de correctement estimer, splitter, de correctement évaluer. Euh, donc, honnêtement, je pense que ça, c'est pas la partie la plus complexe Ok. de mon job. Donc, vous faites des estimations chez Conto du temps de développement? Alors oui, alors c'est on a effectivement différentes dates. Les développeurs sont responsables d'évaluer euh, euh, combien de temps va leur prendre leur diving. Et puis après, une fois qu'ils ont fait leur diving, ils doivent à nouveau évaluer euh, euh, la durée du projet. Alors, en fait, on fait ça non pas pour les espionner ou pour leur mettre la pression et pour suivre au jour près si le projet a du retard ou pas, mais plutôt dans un geste d'apprentissage où en fin de projet, si le projet a dévié, eh bien du coup on va le voir, on va avoir des indicateurs et en fait, ça va être une façon d'aller regarder cette pièce-là, ce projet-là, et on va essayer de voir ce qui s'est mal passé. Donc en fait, les développeurs, les product managers sont incités à noter ce qu'on appelle les wastes, le gaspillage. Donc au fur et à mesure du projet, en fait, on aura une accumulation de preuves. Ça va nous permettre en fin de projet de revenir, de comprendre, ah oui, attends, le développeur, il a commencé, mais il y a eu un changement de spec, ou en fait, il y a un petit problème de Hmm. synchronisation back-end, front-end, et tout ça, en fait, on va réussir à comprendre ce qui a engendré du retard, et on va essayer de revenir dessus à travers les PDCA, à travers des changements dans notre façon de faire. On va revenir dessus pour s'améliorer, pour que le prochain projet fonctionne bien. Tu as dit les PDCA? Tu peux Alors me... voilà, pardon, Qu'est-ce que j'ai ça dit signifie? un... Alors, PDCA, c'est l'acronyme pour Plan, Do, Check, Act. Alors peut-être qu'il faut que j'explique un tout petit peu plus. Donc le PDCA, c'est une pratique de résolution de problèmes. Et c'est une pratique courante au sein de la pratique du Lean. Alors, euh, alors un PDCA, donc ça commence d'abord par identifier la root cause du problème qu'on cherche à résoudre. Et ça, en fait, et ben, c'est la première difficulté. Pourquoi? Tout simplement parce que si toi, moi et quelqu'un d'autre, on regarde une situation, on va pas forcément être d'accord sur la root cause du problème. Et donc, en fait, c'est aussi une formation que les leads ont, que les devs ont, euh, pour pratiquer la résolution de problèmes. Et d'abord, ça commence par se mettre d'accord sur quel problème on cherche à résoudre. Un des concepts qui est enseigné, par exemple, c'est le concept des 4 M. Donc les 4 M, c'est pour Man, Machine, Material, Method. Donc ça, en fait, ça identifie dans 90% des cas, les problèmes, c'est soit des problèmes humains, soit des problèmes de machine, soit des problèmes de matériel, donc par exemple une spec qui est pas bonne, soit des problèmes de méthode. Par exemple, problème de méthode, c'est on ne sait pas comment faire. Donc voilà, donc le PDCA, on commence par ça, on commence par se mettre d'accord sur sur le problème qu'on essaye de résoudre. Idéalement, il faut que ce soit un petit problème. On veut éviter de sauver la fin dans le monde. On veut vraiment Mhm. résoudre un petit problème après l'autre. Donc le
Donc le P, c'est pas pour problème, c'est pour plan, parce qu'une fois qu'on a identifié le problème, du coup, on se met d'accord sur un plan, sur les actions qu'on veut mettre en place pour résoudre ce problème. Ensuite, le D, c'est pour do, on met en place. Le C, c'est pour check. En fait, on va itérer. Par exemple, chaque semaine, on se réunit à nouveau et on regarde si les actions qui ont été mises en place ont les résultats attendus. Et si oui, bon ben tant mieux, mais peut-être qu'on peut itérer. Si non, par contre, il faut vraiment itérer, réfléchir à un autre plan, réfléchir à d'autres actions. Une fois que on a observé sur plusieurs cycles que ben voilà, on avait résolu notre problème, là on passe sur le A, sur le act, où là on va partager au reste de la team, au reste de l'équipe, et très souvent c'est en updatant, en mettant à jour nos standards, nos bonnes pratiques. Est-ce que tu as un exemple de PDCA? Peut-être ça sera un peu plus Tu concret. as anticipé ma question. D'accord. Alors, un exemple de PDCA. Alors, sur un de nos projets, l'année dernière, un moment, comme ça, on a identifié un projet qui avait pris pas mal de retard, qui avait accumulé pas mal de waste. En regardant de plus près, en fait, on a regardé les designs, on a discuté. Donc pendant ce PDCA, il y avait les designers qui avaient participé, il y avait les développeurs qui avaient développé la feature. Bon, et donc du coup, on a pris un peu les différentes pièces, les différents composants du projet. Et puis voilà, on s'est rendu compte à travers les wastes qui avaient été notés que le développeur avait dû reprendre plusieurs fois le même écran. Voilà. Et donc on a creusé ça. Donc on a regardé les designs qui avaient été proposés à cette époque. Donc ils étaient complets. Il y avait plein d'écrans qui expliquaient les différentes situations, ce qui était attendu. Donc voilà, on voyait clairement ce qui était attendu. Mais là, l'avis du développeur à ce moment-là, c'était que bah lui, en fait, en lui présentant tout un écran comme ça, qui était déjà existant, en fait, il devait modifier une partie de cet écran. En lui présentant tout cet écran, en fait, il n'avait pas tout vu, il n'avait pas tout compris. En fait, il avait cru comprendre que, eh bien, on lui demandait de changer telle partie de l'écran, et il s'était concentré là-dessus, et il n'avait pas vu d'autres parties. Et donc là, on a itéré. Au début, on s'est dit, OK, donc là, en fait, les développeurs, bah, dans ce genre de cas, on leur présente tout un écran. En fait, même s'ils ont participé à la conception, en fait, potentiellement, ils peuvent louper un truc. Donc, première itération, eh bien, mettons des petites bulles. On va demander aux designers de mettre des petites bulles qui pointent, qui expliquent ce qui a changé. Bon, on teste un peu, on se rend compte que ça fait chier les designers. Pardon, est-ce qu'on a le droit de dire ça? Tu peux y aller sur mon podcast, il n'y a pas de souci, ça sera d'ailleurs dans l'intro. Ça fait chier les designers. Et voilà, donc du coup, on commence à mettre ça en place entre les designers et les devs, mais on se rend compte que les designers, ils ont du mal à créer cette bulle, à mettre du texte, à expliquer exactement ce qui a changé. Bon, on itère, on arrive à une autre solution, on se dit, est-ce qu'une simple flèche rouge qui pointe vers ce qui a changé, est-ce que ça simplifierait pas le travail des designers, et est-ce que ça n'aiderait pas les développeurs à bien comprendre ce qui a changé? Et donc voilà, on teste ça sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines, et il semblerait que eh bien ça fonctionne. Et donc aujourd'hui, voilà, on fixe cette situation, on met à jour nos standards côté design. Donc désormais, côté design, dans leur standard de comment designer pour front, pour mobile, il y a une section, il y a une ligne qui dit quand vous présentez un écran en entier, lequel contient un changement, eh bien, mettez une petite flèche rouge pour indiquer aux développeurs ce que vous souhaitez communiquer, ce que vous souhaitez, ce qui a changé. Voilà. Voilà un exemple
de Super PDCA. intéressant. Et ça, en fait, on en fait tout le temps et c'est tiré, et c'est tiré par n'importe qui. N'importe qui, au sein de mon équipe, au sein de la tech, peut se dire, bah voilà, là, on a un problème, il est récurrent, allons-y. Tu as écrit un article récemment, il me semble, où tu mets en avant. Tu vois, T'es j'ai bien au préparé courant, et hein? j'ai Ouais, préparé ouais. l'entretien. Attends. Où tu parles des métriques que tu traques pour mesurer et pour connaître la performance de ton équipe. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? D'accord. Alors, effectivement, je peux peut-être redonner un tout petit peu de contexte sur le pourquoi ces metrics. Alors, euh, le, le rôle d'un développeur mobile, c'est de produire une application de qualité rapidement. Donc, on joue sur deux tableaux, la delivery et la qualité. D'accord? euh, En gros, pareil, la pratique du Lean nous dit que tout ce qui empêche le développeur de faire ça, de produire rapidement de la qualité, c'est ce qu'on appelle des muda, des wastes. Et en fait, c'est ce qui nous empêche de bien faire notre boulot. Et, euh, et ce genre de waste, de gaspillage, eh bien, il y en a plein, ça peut prendre plein de formes différentes. Et c'est ça qu'on cherche au quotidien à réduire. Donc moi, en fait, à travers ces métriques, qu'est-ce que j'essaie de faire? J'essaie de voir si, en termes de delivery et en termes de qualité, si on respecte nos standards, et j'essaie de créer des indicateurs pour qu'on puisse se concentrer, pour qu'on puisse voir les problèmes. Parce que on est vraiment dans le mindset du problem solving. Euh, on est vraiment dans la résolution de problèmes. Je t'ai expliqué les PDCA, mais d'abord, il faut voir les problèmes. Il faut, il faut les trouver. Euh, donc, par exemple, en termes de delivery, des merge requests qui sont ouvertes pendant plusieurs jours, qui sont review par personne, qui restent là. Des merge requests qui sont tellement grosses, qui ont un diff size de plusieurs centaines de milliers de changements. Des merge requests qui se prennent des commentaires, des dizaines et dizaines de commentaires. Tout ça, on sait que ça a un impact très très négatif sur la delivery. Ça, si tu mets pas en place des mesures qui derrière créent des signaux, ben, en fait, tu peux complètement l'ignorer et tu peux te dire, bah, je comprends pas pourquoi on n'arrive pas à shipper plus vite. Donc là, une des premières métriques sur ce board, c'est de collecter des informations depuis GitLab sur nos merge requests et d'être capable justement de voir ok, pendant combien de temps nos merge requests restent ouvertes? Si une merge request reste ouverte plus d'une journée, sur ce tableau, elle passe immédiatement en rouge. Euh, une merge request, on sait que elle doit rester d'une taille correcte. Pourquoi? Parce que c'est difficile de review une merge request si on dépasse les 400, 500 de diff. Donc les merge requests, pareil sur ce tableau, elles deviennent rouges dès que on dépasse les 400 de diff. Les commentaires. On sait que s'il y a trop de commentaires, ben, nous, dans notre flow, ça veut dire qu'on a loupé un truc pendant le diving. Ça veut dire qu'il y a encore plein de questions qui arrivent au moment de la merge request. C'est vraiment un truc qu'on veut éviter. Donc, dès que la merge request, elle a plus de 10 commentaires, il me semble, pareil, elle passe en rouge. Donc là, chaque développeur a son board où on filtre, où on n'affiche que ses merge requests. On a également des boards d'équipe, équipe Android, équipe iOS, et on regarde ça. Moi, j'utilise ce board-là pour les progress reviews. On regarde ces boards-là chaque semaine pendant nos weeklies, et c'est des triggers pour les managers pour voir. Attends, mais là, on est en train de déconner. On a une MR qui est ouverte depuis 3 jours. Euh, mon attention doit être orientée, doit se concentrer sur ce problème. Peut-être que là, j'ai un dev en difficulté,
voilà, pour des raisons de spec, de design, de process, de tool, mais en tout cas, là, j'ai une alarme qui vient de sonner. Et donc, on a collecté comme ça différentes mesures. Une autre mesure, donc donc là, je vais te parler de la delivery, une autre mesure, c'est la qualité. La qualité, alors nous, d'abord, c'est le nombre de bugs. En fait, Excuse-moi, ouais, est-ce que tu peux définir ce qu'est un bug? Parce que, alors pourquoi je te pose cette question? Parce que j'ai fait un podcast récemment avec un autre développeur je sais pas si tu connais, qui s'appelle Michael Azerad, qui promeut beaucoup la qualité, notamment le TDD et toutes ces pratiques de clean architecture, etc. Et pour lui, un bug, c'était un comportement. C'est moi en tant que développeur, je dis que le téléphone doit faire telle action, le téléphone ne fait pas l'action que je souhaitais qu'il fasse. ouais. Donc, ce n'est pas quelque chose, un retour un bug, par exemple, ce n'est pas un retour fait par le feature team parce que en fait, il se rend compte que il a oublié dans sa spec une précision. Ce qui est souvent un amalgame finalement, parce que les gens ils se disent ok, en fait t'as oublié ça, donc en fait il y a 3 bugs, mais en fait ces 3 bugs c'est juste parce que j'ai mal fait mes specs en amont. Oui, on est aligné là-dessus, sur cette définition, et justement, on distingue les bugs techniques des bugs produits. Et donc, en fait, les PM, ils ont aussi leur stock de bugs. Et nous, on a nos bugs techniques qui sont effectivement on s'attendait à ce que le téléphone sonne, et il ne sonne pas parce qu'on a loupé un truc dans notre code. Ça, c'est un vrai bug tech de notre côté. Donc oui, on est aligné sur cette définition. Ok. Et donc, nous, en fait, au quotidien, quasiment au quotidien, mais au moins une fois par semaine, en équipe, on regarde nos bugs. On les ignore pas, on les met pas sous le tapis. On sait exactement combien de bugs. Tous les matins, on se fait pinguer avec notre stock de bugs. Donc là, on est vraiment aussi dans la résolution de problèmes. Un bug, c'est un problème. Ça veut dire que il y a un truc dans l'expérience utilisateur qui n'est pas au niveau attendu. Donc voilà, le board d'équipe aussi, il affiche le stock de bugs. Il affiche aussi notre vitesse de création et de résolution de bugs. Parce que ça, c'est très important aussi. Tu vois, tu peux te retrouver dans une situation où tu arrives à fixer plein de bugs rapidement, mais globalement, ton flow fait que quasiment tous les jours, il y a un nouveau bug qui est créé. Et là, en fait, tu es dans une situation où ça va être très difficile pour toi de toujours rester à un stock faible de bugs. Parce que tu vas toujours essayer tu vas toujours devoir avoir des développeurs qui sont en train de fixer. Mais derrière, il y a des nouveaux bugs qui vont apparaître. Donc ça veut dire qu'en tant que manager, il faut essayer en tant qu'équipe aussi, il faut jouer sur les deux tableaux. Il faut mettre de l'énergie pour fixer les bugs, mais il faut aussi regarder les nouveaux bugs, comprendre. Donc ça c'est un geste du lean aussi, c'est prendre les pièces, regarder les bugs, comprendre l'origine du bug. Pourquoi le bug est arrivé là? Qu'est-ce qu'on peut changer dans notre façon de faire pour ne pas avoir des bugs similaires qui apparaissent. Voilà. Et donc c'est aussi une des métriques et c'est aussi un des gestes qu'on fait au moins une fois par semaine pour s'améliorer. Oui, ouais. tu voulais rajouter quelque chose? Non, est-ce que j'essaie de retrouver le fil parce que du coup on a peut-être un tout petit peu dévié. Non, on parlait de cet article que tu as écrit récemment sur les différentes métriques donc pour mesurer la performance de l'équipe. Moi, j'ai une petite question là-dessus. Dans l'article, tu parles d'une couverture de test de 80%. Et je suis curieux de savoir comment est-ce que tu as choisi ce chiffre. Non, je pense que c'est un exemple que je donne. Aujourd'hui, on a une bonne couverture sur certains de nos modules, mais on est plus autour de 50% que de 80%. Et
Honnêtement, oui, c'est vrai que j'ai pas creusé cet aspect-là de à combien on veut arriver un jour. Euh, non, aujourd'hui on est plus dans une approche où 50% c'est on peut mieux faire et on est plus dans une approche où petit à petit on va augmenter notre couverture. Ok. Mais Euh, c'est un bon point, hein. Si t'as des ressources ou d'autres podcasts euh, qui expliquent quel niveau de couverture on peut je te vouloir mettrai, atteindre. ouais, ouais. Je te Hmm. mettrai si tu veux en relation avec Michael. Il a beaucoup lu, il a beaucoup réfléchi, il a beaucoup travaillé sur ces sujets-là. Je pense que Hmm. ça peut être pertinent que tu échanges avec lui à ce sujet. Ok, super. Euh, J'aimerais rentrer un petit peu dans l'aspect maintenant pratique du management au quotidien dans ton poste de lead. Et notamment une question qui est souvent un problème épineux, qui est toujours très mal vécu, notamment par les développeurs à chaque fois que j'échange avec eux, c'est les fameux entretiens de performance. D'accord. Alors, je ne sais pas comment vous organisez chez Conto, mais en règle générale, en tout cas ce que je peux voir dans les entreprises, c'est chaque année ou 2 fois par an, on va s'asseoir, manager et membres de l'équipe, hein. Bon, on va prendre l'exemple d'un développeur, et il va évaluer sa performance. Enfin, ils vont avoir un entretien donc sur sa performance et en fonction de ça, il va y avoir une augmentation ou pas d'augmentation. Et c'est généralement le moment aussi où il va y avoir une sorte de feedback aussi sur l'année, un feedback global euh, de ce qui s'est passé, ce qui s'est bien passé, mal passé. Comment est-ce que vous abordez cette problématique chez Conto? Donc peut-être il y a deux questions dans ta question, une sur les progress reviews et peut-être une deuxième sur les feedbacks en général. Alors, chez Conto, on fait en fait une progress review chaque trimestre. Donc c'est beaucoup de boulot pour les managers, surtout si le manager a une grosse équipe. Euh, mais c'est vraiment voulu. En fait, c'est important. Peut-être que je pourrais revenir dessus sur la question du feedback. Mais pour moi, on déconne quand on fait des progress reviews annuelles où ce qui avait été prévu euh, au début de l'année, en fait, a complètement changé au bout de Mhm. 2 mois. En février, ce qui avait été prévu en janvier n'a plus rien à voir. Donc nous, en fait, on essaye vraiment euh, d'aligner, de faire des progress reviews régulières qui sont vraiment alignées avec la situation, avec ce qui se passe sur le terrain, avec ce qui se passe dans la boîte. C'est aussi très synchronisé avec nos roadmaps. En fait, on est cadencé aussi. Chaque trimestre, on réfléchit à nouveau sur nos roadmaps, on réaligne à nouveau les besoins produits et les ressources tech. Euh, voilà, il y a ce rythme-là aussi euh, qui, qui fait que avoir des progress reviews qui sont au même rythme, et ben en tout cas chez nous, ça fait sens. Alors, c'est vrai que c'est un exercice qui prend du temps. Moi, je sais que j'y passe une bonne semaine, mais je fais quasiment que ça. Heureusement, en fait, on a également des one-on-one très réguliers chaque semaine, et j'utilise en fait les one-on-one pour prendre des notes, pour accumuler en fait de la matière pour ensuite pouvoir plus facilement Mhm. euh, rédiger, travailler mes progress reviews. Donc, pendant la progress reviews, chez Conto, en tout cas, on va vraiment d'abord on va vraiment axer sur la progression individuelle. Ça, je sais pas si tu commences à le percevoir, mais à travers le lean, c'est vraiment, euh, on cherche vraiment une progression euh, de chaque individu au quotidien. Donc les premières discussions, les premières questions sont vraiment autour de la progression individuelle. Après, il y a des questions plus autour de la performance.
Voilà, est-ce qu'en termes de delivery, on a été là où on était attendu? Est-ce qu'on a aussi bien performé que ce qui était attendu? Alors, eh bien moi, justement, tu parlais du board d'équipe et des boards individuels. Eh bien, ces boards-là, avoir ces données, euh, ça m'a vraiment permis, en tout cas, je pense, mieux faire mon rôle de manager parce que eh ben, j'ai vraiment des éléments concrets. C'est-à-dire que ben, vraiment, je peux voir si le développeur, est-ce qu'il est en train de s'améliorer, par exemple, sur la taille de ses merge requests. Et en fait, très très rapidement, bah, je peux voir si dernièrement, en ce moment, s'il est en train de déconner, que toutes ces merge requests sont beaucoup trop grosses ou restent ouvertes pendant beaucoup trop de jours. Je peux voir aussi sur la durée si, à travers plusieurs trimestres, il a réussi à prendre en compte ce qu'on s'était dit, il a réussi à se former, il a réussi à discuter avec les autres sur comment les autres font pour mieux planifier, mieux découper, mieux voilà, créer des petites des petites énerves. Voilà. Est-ce qu'il a réussi à s'améliorer? Donc voilà. Et donc ça, en tout cas, c'est vrai que j'ai vraiment senti la différence de mon côté, mais aussi côté développeur. Parce qu'en fait, en faisant comme ça, eh bien, les développeurs sont quelque part autonomes sur leur progression, sur leur formation. Parce que on regarde tous les mêmes métriques et en tant qu'équipe, on est tous d'accord sur ce qui compte. Et donc, un développeur qui aujourd'hui a un peu du mal, qui n'arrive pas forcément à bien découper son code, eh bien, il est au clair, il sait que c'est sur ça qu'il doit travailler. Donc, moi, ça me simplifie beaucoup aussi mon travail, parce qu'il y a ce côté autonome. Voilà, c'est les progress reviews, donc effectivement, donc c'est l'occasion de regarder tout ça. C'est aussi l'occasion de parler effectivement salaire, bonus et carrière. Chez Conto aujourd'hui, on a deux voies, la voie lead et la voie expert. Donc expert, c'est expertise technique, ça peut être expertise produit aussi, personne qui connaît très très bien tous les recoins de l'application, du service, elle peut également avoir ce titre. Et les deux tracks se veulent aligner en termes de rémunération, de BSPCE, de congés, hein, tout ça. Imaginons, je suis dans ton équipe et j'ai pas très bien performé. Donc tu regardes des merge requests énormes, trop de bugs, etc. Comment est-ce que tu vas quel est le feedback que je vais avoir lors de l'entretien? Ouais. Alors, il faut faire attention quand tu utilises le mot feedback, parce que pour moi, le feedback, il doit très souvent être donné sur le Sur le même moment. moment. Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que t'es en daily ou on est dans un tech challenge, voilà, et là tu te rends compte que la personne est en train de déconner, on va dire. Là, en fait, c'est important de donner ce feedback sur le moment. Si t'attends plusieurs semaines, plusieurs mois, on oublie les faits, on est un peu dans le vague. Voilà. Euh, alors, ouais, pour moi, le feedback, il doit être constructif aussi. Il faut essayer de faire comprendre à l'interlocuteur l'impact qu'a eu son action sur un autre, sur notre flow. Voilà. Et essayer aussi d'être factuel en collectant des métriques, en collectant des avis des autres collègues, en regardant des échanges, des interactions, en tout cas venir soit lors du feedback individuel, soit de la progress reviews avec des faits. Voilà, et éviter absolument d'être dans le flou parce que effectivement, ça peut déraper, on peut mal se comprendre et le feedback peut être mal interprété. Euh, une deuxième chose, c'est aussi, une fois que le feedback a été donné, il faut essayer de bien voir si la personne va accepter ou rejeter le feedback. Et essayer
de faire en sorte que l'interlocuteur reformule dans ses propres mots le feedback qui a été donné et aussi nous explique un peu son plan, son action qu'il va donc mettre en place s'il a décidé d'accepter le feedback pour s'améliorer. Voilà, effectivement, c'est des discussions que j'ai pu avoir. Alors, effectivement, des sujets, des sujets de qualité. C'est vrai que sur la taille des MR, sur leur durée, par exemple, j'ai pu avoir ce genre de discussion avec les devs. Ça aide énormément d'avoir des métriques, ça aide énormément de regarder aussi. Il faut vraiment faire ce geste de regarder les pièces, de retourner sur les merge requests pour essayer de vraiment comprendre ce qui s'est passé. Et il y a aussi des situations qui sont plus des situations humaines, où là, en fait, à ce moment-là, c'est important de collecter les feedbacks des uns et des autres, essayer de vraiment comprendre quel a été l'impact, le ressenti chez les autres de l'action initiale. D'accord. Et imaginons par exemple que je sois un petit peu de mauvaise foi. Est-ce que ça t'arrive? Comment est-ce que tu gères la situation, tu vois? Quelqu'un qui refuse la vérité en dépit des faits, parce que voilà, tu l'as bien expliqué, il y a tellement de data que finalement c'est difficile de nier. Mais bon, des fois il y a des gens tu vois, qui sont un petit peu de mauvaise foi, qui vont dire non mais attends, mais tu comprends pas. En fait, il s'est passé ça et puis il y a ça, etc., qui vont essayer de justifier, qui vont essayer tu vois, de se faufiler entre les mailles du filet pour essayer de se décharger quelque part de leur responsabilité. Ouais. Effectivement, c'est potentiellement le premier réflexe. Honnêtement, la personne, elle va le faire peut-être une fois. Du coup, le manager, il va sans doute, moi en tout cas, je le fais plus se concentrer, regarder cette personne. Euh, voilà, ça va avoir un impact sur nos discussions dans les progress reviews, sur les notes aussi, parce que du coup, les managers doivent noter la progression, la performance. Si d'une progress review sur l'autre, on voit que les merge requests sont toujours aussi énormes, euh, l'individu, le développeur ne va pas avoir la note maximale sur sa progression. S'il accumule ça au fur et à mesure, au moment de discuter salaire, promo, tout ça, il sera pas du tout dans la meilleure Posture. disposition. Voilà, posture. Donc, ce jeu d'éviter de toujours se justifier, ça marche pas sur le long terme. Est-ce que tu as eu des conflits à gérer au sein de l'équipe? Et comment est-ce que tu abordes cela? Alors là, on vient d'en discuter très rapidement, succinctement sur l'aspect performance, mais de manière générale, est-ce que des fois il y a des mésententes? Parce que voilà, on est tous des êtres humains, des fois on a du mal à communiquer. Euh, Comment est-ce que tu abordes la gestion de conflits de manière générale? Ouais. Alors, je pense être assez chanceux parce que c'est vrai que globalement, il y a peu de conflits, mais c'est vrai que j'ai eu quelques fois l'occasion de devoir intervenir. Très souvent, c'est des problèmes de communication. On communique pas forcément tous au même niveau, avec les mêmes mots, avec les mêmes intentions. Il y a il y a des individus qui peuvent être très facilement blessés, mais qui par contre, sans s'en rendre compte, vont très rapidement aussi pouvoir blesser, très facilement pouvoir blesser les autres. Ça, en fait, il faut réussir à avoir cette discussion, il faut réussir à leur faire comprendre ça, euh, et être très très vigilant de ce que nous en interne on appelle la toxicité, c'est-à-dire que un individu qui commence à avoir un comportement euh, négatif, en fait, ça peut très très rapidement se propager au reste de la team. Et souvent, en fait,
j'explique à la personne, attends, mais imagine si tout le monde se comportait comme toi tout le temps. Enfin, ça serait juste impossible. On serait tous en train de se tirer dessus. Voilà, essayer de vraiment faire ce jeu d'inverser les rôles pour que l'autre comprenne l'impact qu'il a sur les autres individus, sur le projet. Voilà. Bon, c'est un peu un travail de psychanalyse, mais j'ai pu observer que ce rôle, inverser les rôles comme ça pouvait débloquer certaines situations. Guillaume, si parmi les gens qui nous écoutent, certains sont intéressés à l'idée de travailler chez Conto, où est-ce qu'ils doivent se rendre pour avoir toutes les informations sur les profils que vous recrutez? Donc, on a une page en ligne sur notre site. Donc, si vous cherchez conto.com/fr/carrière, CAR2ERS, careers, on liste en fait tous les postes qui sont ouverts. Et voilà, et notamment à la tech et dans l'équipe mobile, on recrute, très largement cette année. On mettra tous les liens en description pour ceux qui veulent les retrouver. Si parmi les gens qui nous écoutent, certains ont envie de rentrer en contact avec toi, comment peuvent-ils le faire? Alors peut-être par mail directement, guillaume.leroy@conto.com. Sur LinkedIn aussi, si vous cherchez Guillaume Leroy et plus loin Conto. Normalement, vous tombez tout de suite sur moi. Je suis assez actif. Ça arrive assez régulièrement que des candidats rentrent dans notre process en nous contactant directement sur LinkedIn. Sinon, voilà, par notre page Jobs, on a une équipe en interne RH qui est dédiée à ça. On a des RH qui suivent l'équipe mobile et qui sont du coup constamment en recherche et qui nous aident, avec qui on travaille pour recruter des talents. Merci beaucoup, Guillaume. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lilian. Prouvez-moi que ma maman et la NSA ne sont pas les seuls à écouter cet épisode. Abonnez-vous, mettez un énorme pouce bleu et notez le podcast, ça nous aide vraiment beaucoup. Merci.